Alors, est-ce qu'il y a des expressions, des gens qui ont envie de... Voilà, ouais, ouais. Bah, oui, si personne d'autre, voilà, vas-y, ouais. C'est intéressant parce que je l'avais noté, vous parliez plus précédemment des convictions, il faut avoir des convictions dans son action. J'ai noté désobéissance civile tout de suite parce qu'en fait, quand on a des convictions, et maintenant, donc ma question, en fait, du coup, elle a évolué et je voudrais savoir quel est votre rapport à... Alors, c'est peut-être un peu un mot qui est mal cadré, mais à la technocratie, en fait, parisienne, où moi, j'ai l'impression que ce millefeuille administratif, comme vous parlez, enfin, ça me paraît un peu technocrate, où il y a des gens qui savent les lois, ou qui savent faire fonctionner l'État, et bon, vous dites, ça vient d'en bas, mais est-ce que vous avez l'impression que cette technocratie, enfin les gens qui savent, ceux qui sont derrière les politiques, est-ce qu'ils sont plus malléables, enfin est-ce qu'ils sont assez malléables, ou est-ce que c'est de plus en plus dur de faire changer les choses, notamment comment transiter vers une sixième république, est-ce que c'est faisable démocratiquement ou est-ce que ça va être une révolution, enfin, quel est votre rapport à... Il nous manque un beau technocrate dans la salle. Voilà. Y a-t-il un technocrate dans la salle? Sans critiquer la technocratie, juste est-ce que elle marche bien en fait. Les rouages. Je prends un exemple syndical, là, par exemple, la Fédération de l'éducation, elle fait son congrès, alors elle devait le faire et il est reporté, elle va le faire au mois de novembre, on espère à Poitiers, sur réinventons le syndicalisme. C'est le thème, le thème central. Parmi les éléments de levier qu'il y a autour de cette question-là, il y a la question de la proximité. On a construit certainement des appareils syndicaux qui correspondaient exactement à ce que vous dites, c'est-à-dire on a des appareils qui sont structurés nationalement avec une équipe pensante nationale, etc., puis des équipes régionales, et puis alors peut-être une technocratie, mais aussi une bureaucratie. C'est-à-dire que voilà, on a 50 000 réunions, alors du coup, au cours de réunion en réunion, machin, etc. Et on se dit que c'est là qu'il faut que l'action se passe. Et puis quand on va sur le terrain, on rencontre des collègues qui nous disent nous, on ne sait pas ce que vous faites. C'est à des kilomètres de notre réalité, nous dans l'entreprise, dans l'administration, dans l'école, etc. On a des choses très concrètes aujourd'hui. Je prends un exemple, on est dans un amphi universitaire. Il vient d'y avoir une signature d'un accord de revalorisation des enseignants-chercheurs. Il y a 2 jours. Il a été signé, machin, etc. Bon, toutes les organisations syndicales, soit se félicitent de l'avoir signé, soit le critiquent, machin, etc. Quand vous êtes enseignant à l'université aujourd'hui, vous êtes confronté à savoir, est-ce que demain vous faites cours? Est-ce que vous avez une salle pour 80 places parce que vous avez 40 étudiants? Donc il faut une double, machin, etc. Est-ce que vous avez le bon outil numérique pour avoir vos étudiants en visio si vous ne pouvez pas les avoir en présentiel, etc. Donc, c'est sûrement très important que la revalorisation, elle arrive. Un jour, tous les collègues vont regarder ça de plus près. Mais leur réalité aujourd'hui, c'est de savoir ce qui se passe demain dans leur salle de cours, avec leurs étudiants. Et donc, si le syndicat n'est pas là pour les accompagner dans leur quotidien de faire cours, on pourra dire tout ce qu'on veut de la revalorisation, ça va passer à des kilomètres au-dessus. Donc il y a besoin aujourd'hui de repenser, est-ce que le syndicaliste, il ne doit pas être sur le terrain? Est-ce qu'il ne doit pas être proche des gens? Comment la parole des gens, elle remonte? Ils n'ont pas toujours une parole descendante. Voilà ce qu'on a fait pour vous, on a été voir le ministre, il nous a dit ça, tatati, tatata. Donc voilà. Et ça, je pense qu'à tous les niveaux, je le pose pour le syndicat, mais vous pourriez le poser pour l'administration, vous pourriez le poser pour l'entreprise, etc. C'est-à-dire qu'on est confronté aujourd'hui à cette question-là, d'avoir effectivement une technocratie, une bureaucratie qui a fonctionné, qui a eu des organisations, qui a eu des réussites aussi, voilà, mais qui aujourd'hui est certainement déconnectée trop du terrain. Et donc, comment on revient à la proximité? Toutes les formes de proximité. La proximité, voilà, étant aussi une proximité, j'ai envie de dire, entre guillemets, culturelle ou sociale. Vous parliez des invisibles tout à l'heure. Regardons dans nos rangs, combien on représente des catégories les plus faibles, des gens issus de l'immigration, etc. Enfin, il faut se poser toutes les questions. Et à partir de là, on peut peut-être repenser les organisations. Et certainement pas du sommet. Voilà. Michel, sur la technocratie et par rapport à l'expression citoyenne, est-ce qu'elle peut atteindre la technocratie? Oui, c'est un peu ça. Je réponds aussi sur
la 6e République. En fait, bon, il faut savoir que pour effectivement, il n'y a que 2 candidats, à mon sens, aux dernières présidentielles qui proposaient de mettre en œuvre une 6e République. C'est Jean-Luc Mélenchon et Asselineau, donc, qui étaient les 2 seuls effectivement candidats à proposer. Donc sinon, il y a aujourd'hui, d'ailleurs c'était une réponse au référendum d'initiative citoyenne qui était réclamé par les Gilets jaunes. On a mis en place ce qu'on appelle le référendum d'initiative partagée, qui permettrait de déclencher un référendum à partir du moment où une pétition citoyenne atteindrait, et à condition que le gouvernement, les dirigeants du pays acceptent effectivement de le transformer en référendum. C'est ce qui a valu par exemple le lancement de la pétition pour interdire la privatisation des aéroports de Paris. D'ailleurs que l'UNSA avait souhaité mettre en avant. Et bon, il se trouve que le projet, a priori, n'a été pas forcément abandonné, mais au moins suspendu. Donc il n'y a que le biais donc, de la présidentielle, de ce référendum d'initiative partagée, mais qui est moins sûr, pour permettre effectivement l'avènement, à moins que le président actuel décide effectivement de rassembler une assemblée constituante pour envie de construire une nouvelle constitution. Donc c'est là-dessus que je voulais répondre. Je vois que M. Gontard, par rapport à la technocratie, je ne sais pas s'il peut nous donner un témoignage. Oui, peut-être je me présente quand même. Oui, volontiers. Guillaume Gontard, sénateur de l'Isère et président du groupe Écolo au Sénat, du nouveau groupe Écolo. Sur la question, moi je pense qu'il y a. Moi je suis toujours très méfiant quand on dit c'est les technocrates, c'est les bureaucrates qui décident dans leur coin et puis on n'a pas pris sur eux. Moi ce que j'ai quand même découvert en 3 ans au Sénat, c'est que y a des gens qui sont élus, qui sont envoyés par les citoyens et qui votent, et que c'est quand même mine de rien, même si c'est pas parfait, et loin de là, et je pense que la question sur la sécurité est carrément intéressante, mais ce qu'il faut quand même bien se dire, c'est que là on revient d'un débat par exemple, je crois, sur le territoire zéro chômeur. Il y a des vraies discussions, il y a des vrais choix et il y a des vrais votes qui sont faits par des élus et que ces choix-là ensuite sont appliqués et que c'est souvent ensuite ces choix-là dont on va dire oui, c'est la démocratie, ils sont hors du terrain, ils n'ont rien compris, etc. Et pourtant, c'est quand même, on passe des amendements, on discute, on lève la main, etc. Et ces choses-là sont faites. Donc moi, j'ai toujours un petit problème comme ça, parce qu'en plus, c'est souvent des politiques qui disent ça. On ne peut rien faire, la technocratie. Moi, j'ai eu des discussions notamment pour sauver des lignes de chemin de fer, où on me disait ah non, mais c'est la SNCF, c'est une vraie bureaucratie, on ne peut rien faire, etc. Sauf que tout ce qui a été mis en place et tout ce fonctionnement-là a été décidé par des politiques et par des élus. Donc c'est toujours une grande facilité de dire que c'est pas nous, voilà. Ce qui n'empêche pas qu'il y a un vrai carcan et une vraie structure. On voit vraiment, il suffit d'écouter par exemple Nicolas Hulot quand il était au ministère, sur le fait que je pense que en gros, un ministère peut fonctionner sans ministre et va suivre, et que pour avoir un réel impact et pour vraiment, je dirais, bouger la machine administrative, c'est sûr que c'est loin d'être évident et que beaucoup se sont cassés les dents et ont arrivé à modifier quelques petites choses où certains n'y sont pas arrivés. C'était le cas du Nicolas Hulot de s'apercevoir aussi qui sont des lobbies, etc. Mais en tout cas de se dire que lui tout seul, en tout cas le fait d'être ministre, ça suffisait pas pour changer les choses. Et ce qu'on s'aperçoit du coup, pour changer les choses, il faut clairement changer de politique, il faut changer d'orientation et donc avoir des orientations claires. Alors, si on reste dans notre système actuel, c'est d'envoyer à travers les élections des représentants. Mais de la même manière, de toute façon, si on veut changer, si on veut aller vers la 6e République, il faut de toute façon passer par ce virage.
après, c'est peut-être une des questions que j'avais sur la question des règles. Parce que bien sûr qu'il faut des règles. Parlementaire qu'il faut pas de règles. Mais d'un autre côté, souvent pour sortir, enfin, pour changer les règles, il faut parfois en sortir. Et donc il y a toujours enfin, voilà, ce jeu-là qui peut se faire. Je ne sais pas si on prend Notre-Dame-des-Landes, par exemple. C'est vrai qu'à un moment donné, s'il n'y a pas des gens qui sont sortis des règles, enfin, qui sont opposés à des choses entre guillemets démocratiques, hein, enfin, je veux dire, qui sont sortis des clous et qui sont organisés, les choses n'auraient pas changé. Et pour le coup, tout ce processus-là a fait qu'on a mis de nouvelles règles en place et que en gros, c'était pas des règles qui sont devenues des règles à la fin, quoi. Et je pense que ces deux aspects-là sont intéressants. Enfin, moi, je vois, en tant que parlementaire, il y a énormément de choses qu'on arrive à faire passer parce qu'il y a tout ce travail-là. Puis citoyen au sens large, parce que voilà, mais en tout cas, toutes les mobilisations, où justement il y a des gens parfois qui sortent des règles, hein, parce que qui vont aller un peu plus loin, mais qui vont du coup alimenter ce débat et nous permettre aussi de pouvoir avancer et puis de pouvoir en porter des forces, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce jeu-là et ce lien-là entre un représentant politique qui va voter et puis tout ce qui peut se passer au niveau citoyen et qui peut se mettre en place. Et là, c'est sûr que je pense qu'on a énormément à travailler et à expliquer en fait notre fonctionnement. Moi, je suis assez je suis à la fois assez étonné et pas tant que ça, puisque avant d'être sénateur, je pense que je me posais exactement les mêmes questions. Dire que les gens savent à peu près ce qu'est un député et comment, enfin, ce qu'il peut faire. Un sénateur, c'est quand même. Voilà, parce que si on demande, très très peu de gens le savent. D'ailleurs, on pose souvent la question, mais en gros, à quoi tu sers, qu'est-ce que tu fais, comment ça se passe si on sert à quelque chose. Mais je pense que là, il y a un vrai travail à la fois d'explication, mais aussi pour le coup de participation. Moi, je m'aperçois que le fonctionnement d'un parlementaire, que ce soit député ou sénateur, on pourrait avoir vraiment les possibilités d'avoir une participation beaucoup plus forte, quoi. Moi, c'est vrai que je suis en train de réfléchir à ça. On a mis en place, nous, au niveau, depuis 3 ans, un comité sénatorial qu'on a fait, donc, qui regroupe des élus, beaucoup des élus, lesquels le fait de ne pas être travaillé en solitaire et de manière individuelle, mais d'avoir vraiment un collectif. Et là, on vient de lancer un comité citoyen. Et en fait, qui est venu de. Moi, je croise énormément de gens, surtout actuellement, qui se posent plein de questions sur tout ce qui peut se passer, hein, le réchauffement climatique, la question environnementale, enfin voilà, qui ont envie d'agir, qui ont envie de s'impliquer, mais qui, dans le fonctionnement actuel, ne savent pas comment s'y prendre. Et le mot politique leur fait peur. Ils ne vont pas forcément rentrer dans un parti politique comme ça, parce que y en a, c'est pas la culture, c'est pas voilà. Et je me dis que d'avoir un espace comme ça qui puisse permettre en fait à la fois une expression et puis surtout, je pense que ça a été dit tout à l'heure, l'aspect aussi très concret, quoi. Se dire si je participe, ça peut permettre de changer les choses. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que ce que je vais faire va permettre d'avancer et de modifier les choses. Et je trouve que le lien avec les parlementaires sur co-construire des amendements, co-construire un texte de loi, proposer des questions au gouvernement, enfin voilà, et donc d'associer comme ça les citoyens sur ce travail-là, moi, en tout cas, on va essayer de mettre en place. Là, on a lancé un appel à la fois un appel à la candidature pour réfléchir un petit peu sur le fonctionnement, mais je pense qu'on va dire, même dans le fonctionnement actuel qui est très en silo comme ça, enfin, on a quand même pas mal de possibilités, je pense, pour faire évoluer les choses et je dirais ouvrir les portes, quoi, et permettre que les gens s'emparent un peu mieux et puis surtout comprennent peut-être un peu mieux l'importance que ça a et moi j'ai souvent envie de dire le réel pouvoir qu'on peut avoir, quoi. Parce que quand il y a un débat, voilà, à chaque fois, on a des vrais questionnements et puis quand on lève la main et qu'on se retrouve à 15 contre 340, enfin un peu moins parce que ça fait 348, mais je me dis, si, on pourrait changer les choses, si vous voulez qu'on soit plus nombreux, quoi. Donc la démocratie, elle est aussi là.